C'est gentil, mais j'ai encore rien dit. Ça va? Ah, petite énergie quand même, hein. On m'a dit, tu vois, t'es Sorbonne, t'arrives, tu veux dire ça va, ils vont se mettre à taper des mains et tout. Eh, ça va? Ah. On va vivre un moment de partage. Juste un moment de partage. Je vais commencer par un petit mot. Un mot tout bête. Un mot auquel j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est impossible. Combien de fois on m'a dit, Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Combien de fois on vous l'a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais surtout, combien de fois vous êtes dit vous-même, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Moi, ce mot impossible, j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans, jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de rééducation. Et là, j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand je vous parle du moins possible, après avoir traversé la Manche à la nage, la Manche courte, bon, elle n'est pas terrible celle-là, mais elle est gratuite. Après avoir traversé la Manche à la nage, je ne voulais pas me séparer de mon équipe. J'étais encore dans le tout est possible. Et j'ai regardé les maps monde. Et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à la nage. Alors je suis parti avec un camarade, parce que je ne voulais pas le faire seul cette fois-ci. Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans la main, enfin main dans le bras. On s'est dit, on va relier les 5 continents à la nage, ça va être une aventure humaine extraordinaire. Et là, j'ai monté une équipe et on est parti en 2012. On a commencé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a vécu avec les Papous pendant 3 semaines. Et le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un Papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Bon, le problème, c'est que le Papou, il ne savait pas nager. Il savait plonger avec son harpon en bois pour pêcher du poisson pour sa famille, mais faire une nage longue distance, il ne savait pas faire le Papou. Et là, il plonge, il regarde Arnaud comment il nage, remonte à la surface, commence à tirer les bras, replonge, commence à tirer les jambes, et au bout d'une demi-heure, il se met au même rythme qu'Arnaud. On dit d'accord, mais le gars, il ne va pas tenir. 1 heure plus tard, le Papou était toujours là. 2 heures plus tard, le Papou résistait. 3 heures plus tard, le Papou commençait à être cuit. Là, on lui a filé nos produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents pour qu'il puisse continuer l'aventure avec nous. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 minutes plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un Papou. Extraordinaire, non? Rien que par la volonté, il a été au bout avec nous. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu après un documentaire qui est passé sur France Télévisions. Personne ne voulait ce documentaire. J'avais appelé TF1, France Télévisions, M6, et tout le monde m'a dit non, mais personne ne va regarder ton documentaire, mec. Et c'était le premier 110 minutes de l'histoire de Thalassa. Et il est passé le 30 novembre 2012. Et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Ça veut bien dire que tout est possible, non? Là, vous disiez, ouais. Mais avant de traverser la Manche, de relier les 5 continents, d'être pilote sur le Dakar ou de pratiquer le saut en parachute ou la plongée sous-marine, tout ce qui permet de me sentir vivant et surtout de continuer d'avancer avec une équipe, tout a commencé pour moi le 5 mars 1994, sans vouloir emporter au mien le meilleur, qui m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé, elle est arrivée, la famille allait s'agrandir. La maison était trop petite, il a fallu déménager. Sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision. Et je me suis dit, je vais quand même pas laisser cette antenne sur le toit. J'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Vous voyez ces grandes maisons tourangelles, très très hautes, avec ces toits en ardoise bien pointus. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité, hein. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe, il n'y a pas de raison. Je déboulonne mon tonne, je l'éteins très très fort avec les mains, et pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre, et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Et donc, ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Et pour me sauver la vie, vous l'avez compris, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et là, un long parcours de vie va commencer, un nouveau parcours de vie. J'avais un choix, m'arrêter maintenant ou redémarrer. Ce choix, il est venu grâce à l'oncle de mon ex-femme. Parce que quand j'étais derrière la vitre stérile, quand je me suis réveillé que j'avais plus de bras et plus de jambes, le premier réflexe, qui est un réflexe normal et humain, c'est de vouloir partir. Vous savez, quand vous rencontrez une difficulté dans la vie, n'importe laquelle, ça peut être une peine de cœur, un problème familial, un problème au travail, un coronavirus qui vient vous embêter dans votre train-train quotidien. Vous avez 5 phases à franchir, 5 phases obligatoires pour vous reconstruire. Les fameuses phases du deuil d'Elisabeth Küpper-Ross. La première phase, la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, on refuse la punition. Vous savez, avec les fameux
Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous réveiller. Après, vous avez la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, il y a un côté de mon cerveau qui dit « Laisse tomber, mon gars. C'est fini, arrête de lutter, ta vie s'arrête maintenant. » Et il y a l'autre côté qui dit « Attends, peut-être que. C'est un conflit entre vous et vous. » Ensuite vient la phase de dépression, puis la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation, le redémarrage. Mais surtout, les 5 phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie, si on n'a pas une épaule avec qui parler, s'exprimer, et pourquoi pas même avec qui pleurer. Et donc, je suis dans ce milieu stérile, dans ma chambre d'hôpital. Tout le monde vient tenter sa chance. Mon père, ma mère, mon frère, mon épouse, rien n'y faisait. Même ma grand-mère. Si je suis là aujourd'hui, je dois aussi à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était un pilier, c'était un roc dans ma famille. Ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère de granit. Et ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit, et aussi quand j'étais grand. Et même quand j'étais raccourci. Ma grand-mère a toujours été là. Et elle est venue derrière le stérile, elle m'a dit « Allez mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc et de la banane écrasée, comme quand tu étais petit. » Je ne l'ai pas entendu. Et j'avais même un psy à l'ancienne. Ce que j'appelle le psy à l'ancienne, c'est le gars qui a le calepin et le stylo et qui ne parle pas beaucoup. Vous l'avez celui-là? Alors j'avais un médecin-chef qui était très très dur, qui rentre dans ma chambre. Bon Philippe, désolé, on n'a pas coupé assez haut, allez à tout à l'heure au bloc. Et après vous avez le psy qui rentre, il se met à côté de vous avec son calepin et son stylo, il fait « Ça va ?»« Bah non. » Et après le gars il parle plus. Bah va-t'en. Je pense qu'il voulait que je rentre dans la phase la plus importante. Il voulait que je rentre dans ma phase de colère, que je m'exprime, que je sorte cette rage, cette haine de l'accident. Il n'a pas réussi à ce moment-là. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu tenter sa chance, lui aussi, avec sa petite phrase anodine, et qui me dit « Écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon garçon, pense à Jérémie. » Et là il continue sa phrase, il dit « Pense aussi à Grégory, parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je suis sorti du coma au bout de 2 mois, mon petit bébé, il est arrivé au monde en même temps que moi. On a la même date de naissance tous les deux, c'est rigolo. » Et là, il y a la phrase qui va me ramener à la vie, il me dit « Tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons ?» Et pour moi, c'était un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. D'où le titre de mon premier livre, J'ai décidé de vivre. Et là, je change de comportement total. Dès que mon père vient derrière le stérile, je dis « Papa, renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa, renseigne-toi, je dois faire de la plongée sous-marine. Papa, renseigne-toi. Je viens de voir un ancien pilote de Formule 1, papa. Philippe Streff, il est tétraplégique. Il conduit une voiture, papa. Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer, comme pour vous. Après ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il nous faut de l'information pour avancer collectivement. » Et là, mon père me donne ses informations tant bien que mal. Je vais rester dans ce milieu hospitalier à peu près 3 mois. Je vais dans mon premier centre de rééducation à Valenton, en 94, où je vais rester 18 mois, où je vais apprendre à marcher, ainsi de suite, à essayer de retrouver de l'autonomie. Je suis rentré dans un autre centre de rééducation, à Carpape en Bretagne, où là j'ai rencontré mon mentor. L'homme qui a changé ma vie. L'homme qui a changé mon regard. Pour être honnête, j'avais peur. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter le monde extérieur. Et j'arrive dans le bureau de ce médecin-chef, le docteur Bunel, et le gars, il me regarde, il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je fais « Waouh !» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin une phrase quoi. Hein, c'est sympa d'abord, bonjour, tu sais pisser tout seul, ça me paraît un bon début pour commencer. » Il dit « Je t'ai posé une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Mais il dit « Manger, tu manges seul ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Mais il t'a fait quoi à Paris? Bah des protèges, je marche. Il dit « Ok, t'es là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras à nouveau ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu sauras manger seul. Dans 3 semaines, tu sauras pisser seul. Dans 3 semaines, tu sauras faire ça. Ah, j'ai plus appris en 3 semaines en autonomie qu'en 18 mois à Paris. Et surtout dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Il m'a regardé, il m'a dit « Va l'ouvrir. » Et moi qui étais encore tout timide, j'ai dit « Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but ?» Et là, il a continué sa phrase, il dit « Parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose, tente ta chance, et surtout malheureux, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, bouscule-les, demande-leur un coup de main. T'es propriétaire de ta vie, mon gars, fonce !» Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Enfin, pas tout de suite. Parce que le plus dur dans ce que je viens de vous expliquer, c'est pas l'accident.
Encore quoi que peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça, c'est un autre détail. C'est marrant, quand je fais la même vanne chez EDF, ils rigolent pas eux. Le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, même si c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur. Le plus dur, le plus violent pour moi, c'est le retour à la maison. Et là, il va y avoir un long parcours de vie, pendant 7 ans, où je vais franchir ces fameuses phases du deuil. Après, j'ai rencontré une nouvelle fois l'amour. Encore une fois, j'ai osé. On vit une époque formidable, il y a Internet. Je me suis inscrit sur Mythique, pour ne pas le nommer, hein, parce qu'avec Mythique, tu rencontres. Et j'ai mis une photo, mais avec ma tête, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai rencontré une nouvelle fois l'amour, j'ai osé. Il m'a fallu des mois et des mois, je me suis ramassé plein de râteaux. Dès que j'annonçais que j'étais une personne en situation de handicap, une personne capable autrement, comme j'aime à le dire, j'étais mis de côté. Et un jour, j'ai rencontré Susanna, ma chérie, qui m'a offert son énergie, parce que j'avais un vieux rêve, quand je me suis réveillé après 2 mois de coma, que j'avais décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Un vendredi soir, j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. Un vendredi soir, 2 mois après mon accident, j'ai regardé Thalassa, et j'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour? Et là, j'ai monté une équipe extraordinaire, des winners. Je leur ai filé le paquet à ce moment-là, j'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon. J'ai trouvé des ingénieurs, ainsi de suite, pour fabriquer des prothèses. On a travaillé pendant 2 ans, 4000 km de natation en 2 ans, 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage, pour devenir sportif de haut niveau en 2 ans. Et je ne dis pas, j'ai traversé la Manche, on a traversé la Manche en 13 h 26 minutes. Pour dire qu'encore une fois, tout est possible, que l'impossible, c'est juste à nous. Ouais, merci, tu peux. Et j'ai l'impression que vous avez accéléré mon chrono, c'est pas possible. Donc je vais terminer là-dessus, mesdames, messieurs, parce qu'on a 15 minutes, donc il faut se dépêcher très très vite. Juste rapidement, mes 4 outils de résilience. Vous l'avez compris, mon premier outil de résilience, parce que c'est le but du jeu, mon premier outil de résilience, c'est ma famille. Ma famille, mes amis, ils ont créé une association pour que je manque de rien. Ma famille, mes amis m'ont offert mon autonomie. Grâce à eux, j'ai une voiture où je suis 100% autonome. J'ai une salle de bain autonome. Mon deuxième outil de résilience, vous l'avez compris, l'amour. L'amour m'a donné des palmes pour que je puisse réaliser mes rêves. Mon troisième outil de résilience, l'humour. L'humour est un outil de résilience extraordinaire pour se reconstruire. J'aime à dire que l'humour est un outil de reconstruction massive. D'ailleurs, il y a un dessinateur qui a fait un dessin quand j'ai traversé la Manche à la nage. Il avait marqué « Il traverse la Manche sans bras et sans jambes ». Et là, on voit un énorme requin qui arrive par en dessous. Et le requin, il dit « Oh merde, c'est vraiment la crise ». J'ai appelé le dessinateur large. Le gars, il a cru que j'allais l'engueuler. J'ai dit « Non, mais ton dessin m'a fait pleurer, mais de rire, quoi ». Et depuis, on est devenus amis avec Large. Et mon troisième outil de résilience, mon quatrième, pardon, celui qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, et surtout celui qui m'a fait comprendre une chose importante. Pourquoi? Pourquoi demander un coup de main? On doit le vivre comme un moment de déshonneur. Pourquoi demander un coup de main? Vous devez le vivre comme un moment d'échec. Vivez-le comme un moment de partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures, même si 99% des gens me disaient « Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Eh bien, il y a 1% qui y a cru, mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos envies? C'est quoi vos objectifs? Ne vous mettez pas de barrière. Parce qu'en général, quand vous avez une idée, ça entraîne la peur entraîne le doute. Et les deux, ils sont bien là pour vous pourrir la vie. Donc moi, je préfère les affronter et travailler avec eux. Donc ça a été mes outils de résilience pour me reconstruire. Et c'est comme ça qu'on a réussi toutes nos aventures jusqu'à maintenant. Je touche du bois pourvu que ça dure. Traverser la Manche, relier les 5 continents à la nage, être pilote sur le Dakar et ainsi de suite. Encore une fois, tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.